avec des camarades français qui racontaient les actes héroïques de leur père. Et Gabi était un grand, enfin je dis Gabi, il s'appelle Gebran, mais on l'appelait Gabi familièrement. Voilà. Et c'était un grand lecteur. Il s'est lié d'amitié avec un libraire, pas loin de leur maison, avenue Mohammed V, et cette librairie s'appelait Aux Belles Images. Et il allait tout le temps acheter des livres et le libraire le conseillait. Donc ce libraire a été son ami jusqu'à l'âge de 20 ans. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais juste pour dire qu'à cette époque-là, quand il avait une dizaine d'années, donc avec les Français dont les papas étaient des héros, une famille orthodoxe du Liban et un pays islamique et le papa qui faisait le commerce de l'art islamique. Donc, et la maman qui lui disait tout le temps, attention d'oublier que tu es orthodoxe alors que l'école, elle était catholique. Elle avait peur que son fils soit catholique, elle voulait qu'il reste orthodoxe. À ce moment-là, une grande question s'est posée à lui. Tout ça l'a beaucoup tourmenté. Il ne savait plus s'il était chrétien, musulman, catholique ou orthodoxe, ou il ne savait plus trop quoi. Il a pris une décision très jeune. Il a dit, moi, je vais être oriental. Je suis ni chrétien, ni musulman, ni marocain, ni libanais, ni syrien. Je suis méditerranéen oriental. Et ça a été l'axe de toute sa vie. L'axe de toute sa vie, il se considérait oriental. Et voilà, donc je reviens aussi sur les lectures. Ce libraire qui l'a accompagné, d'abord les lectures de jeunesse, les jeux de piste et tout ça, jusqu'à arriver à la philosophie existentialiste avec Jean-Paul Sartre et tout le théâtre moderne avec Bertolt Brecht, les nouvelles idées, le marxisme, toutes les nouvelles idées qui ont fleuri dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voulez dire qu'il était impressionné par ces courants littéraires, par ce qu'il a lu, ou bien qu'est-ce qui l'a inspiré à devenir artiste? Oui, justement, il était très intéressé par ça parce que les questions existentialistes l'intéressaient énormément. Et en fait, lui, il a découvert aussi le nouveau roman. Le nouveau roman, c'est-à-dire la littérature abstraite. Il a toujours été attiré par l'abstraction, par les idées, par tout ce qui est puriste. Donc, il a beaucoup lu le nouveau roman et il a décidé qu'il serait écrivain à ce moment-là. Ouais. Et il était obsédé par la littérature abstraite et il a beaucoup travaillé là-dessus et il a fini par écrire un roman. C'est-à-dire c'était tout un processus créatif. Voilà. Mais qu'est-ce qui l'a inspiré à voilà, dessiner? justement, j'en viens. Mais ouais. Voilà. Donc, et pendant tout ce temps, il aidait son père. Il se déplaçait au Maroc pour aller chez les commerçants, les artisans, acheter la marchandise. Et chaque fois qu'il évoquait ça, et chaque fois d'ailleurs que toute la famille évoquait la période marocaine, il y avait beaucoup de joie et de bonheur. Donc, c'était, je pense, des moments très heureux quand ils étaient au Maroc. Et il a découvert l'artisanat, il a découvert la création. Il avait beaucoup de respect pour les artisans. Donc, et puis, il a travaillé donc dans l'entreprise familiale qui faisait les salons orientaux. Et dans ces ateliers, il s'intéressait surtout et avant tout aux couleurs. Et il essayait toujours d'apporter de la nouveauté dans les couleurs. Il détestait les courbes et les formes fleuries et tout ça, les motifs qu'on faisait décoratifs. Il n'aimait pas ces motifs-là, mais il essayait de trouver de nouvelles techniques dans la couleur. Alors il a eu sa technique à lui, voilà. Travailler avec les couleurs. Exactement. Déjà, il y avait cet engouement pour les couleurs, cette passion. C'est-à-dire, il ressentait les couleurs au fond de lui-même, il les vivait même. Voilà. Et puis, à un moment donné, à cause de la guerre du Liban, l'entreprise familiale a fermé. Donc, chacun des membres de la famille s'est retrouvé un peu
seul, en train de décider son propre chemin. Alors il s'est dit, je vais faire de l'artisanat. Il a dessiné un miroir qu'il a réalisé, puis il a dessiné un coffre qu'il a réalisé, et puis il s'est dit, je vais faire un plafonnier pour mettre une suspension lumineuse. Et ce plafonnier, il a commencé enfin, il a respecté son idée de l'abstraction, donc tout ce qu'il faisait quand il était devenu seul était linéaire. Il n'y avait plus de rosaces, il n'y avait plus de fleurs, tout était linéaire. Et il a retrouvé un motif géométrique qui existe depuis des siècles. Ces deux rectangles qui forment un carré, quatre rectangles qui forment un carré avec un carré central, et ça s'appelle le Kayem Naïm, ça veut dire l'horizontal et vertical. Et ce motif-là, c'est comme si c'était un grand déclic en lui. Et là, c'est là où il a commencé toute son œuvre picturale. À partir de ce motif-là, qu'il a développé énormément, et ce motif a explosé, il est partout dans les tableaux, mais ça devient un peu comme un jeu, il faut le rechercher quelquefois, il n'est pas toujours évident. Mais toute son œuvre donc est géométrique et abstraite. Donc il s'est acharné sur l'abstraction en littérature, mais finalement il a fini par l'exécuter en peinture. Et là, il a travaillé 15 ans d'affilée, vraiment comme un moine entre au monastère. Il n'a rien fait d'autre. Il était complètement possédé par sa peinture et surtout par le mélange des couleurs. Il n'y a aucune couleur utilisée telle quelle. Toutes les couleurs sont issues de mélanges. Là, j'ai une question. Oui. Les couleurs, c'était sa technique. Mélanger les couleurs, c'est la technique qu'il a suivie. Oui. Mais est-ce qu'il y avait des thèmes préférés à aborder dans son art? Est-ce qu'il a suivi des thèmes pour faire la peinture? Ou bien il s'est inspiré de son entourage? Non. Le thème, c'était ce motif Kayem Naïm. Ah, c'est juste, c'est l'inspiration. Et tout est à partir de là, il a fait des constructions très intuitives. Lui, c'était une personne très intuitive et extrêmement sensible. Donc, il créait le tableau, et après avoir créé le tableau, il le dessinait sur un papier. Ouais. C'est pas le contraire. Je vois. C'est pas qu'il faisait le dessin, il l'exécutait. Et donc, chaque tableau a été travaillé et retravaillé, parfois 2 ans plus tard, parce que chaque fois qu'il le regardait, il trouvait que la couleur était ou trop foncée, ou trop claire. Et donc, lui, il disait qu'une œuvre, d'abord, il pensait qu'une œuvre n'est jamais accomplie. Ouais. Mais déjà, quand on ne peut pas remplacer une couleur par une autre, c'est que déjà, on a atteint quelque chose. Comme en littérature, quand on ne peut pas remplacer un mot par un autre, c'est qu'on a déjà atteint quelque chose. Donc, il travaillait, quand il écrivait, il travaillait une phrase pendant 3 mois. Une phrase, pour trouver le mot juste, voilà. Et en peinture, pareil. Donc, il regardait, il changeait. Quand il n'arrivait pas, il laissait de côté. 1, 2 ans après, il reprenait parfois des tableaux. Alors, il a réussi à créer son style artistique. Tout à fait. Et le plus important, là je reviens à la question identitaire que j'ai expliquée tout à l'heure. Pour lui, c'était très important que quand quelqu'un regarde son travail, qu'il pense que derrière ça, c'est un oriental. Ah ouais. Parce que un paysage, il peut être africain, il peut être européen, il peut être américain, n'importe qui peut dessiner un paysage ou un portrait, voilà. Alors, il a essayé de connoter son identité. Voilà. Et je pense aussi qu'il y a aussi dans cet esprit-là, il y a peut-être une influence marocaine parce que lui, il a toujours respecté le Maroc parce que le Maroc continue jusqu'à aujourd'hui à vivre dans ses traditions et dans ses coutumes. Oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et lui, il était désolé que le monde arabe oublie ses traditions et ses coutumes. Ouais.
Par exemple, il était horripilé quand, par exemple, dans un pays arabe, on voulait un salon Louis XVI tout doré et tout ça. Il trouvait ça incongru. C'est pas normal. Voilà. Et il était désolé quand c'était des missions allemandes ou étrangères qui venaient faire les fouilles en Égypte, par exemple. C'est un patrimoine égyptien, c'est un patrimoine national. Il fallait que les Égyptiens eux-mêmes s'occupent, que chaque identité arabe s'occupe de son patrimoine. Donc, il défendait l'identité, quoi. L'identité orientale. Et pour lui, c'était très important qu'on sache qu'il se voulait absolument oriental. Oui. Parlons de son environnement, son entourage. Oui. Comment ils ont accueilli l'idée d'un peintre en famille, ce qu'il fait? Est-ce qu'on l'a encouragé? Est-ce qu'on l'a apprécié? Oui, écoutez, non, c'était un incompris. Il était incompris par son entourage proche. Il était incompris parce que d'abord il a travaillé il a fait 2 expositions, mais de façon assez timide. Il ne voulait pas trop montrer son travail, il ne voulait pas trop s'occuper de vendre son travail. Et comme c'est une recherche sur ce motif-là, de ce thème de Karim Naïm, plus il avançait dans son travail, plus il trouvait que son œuvre devait rester groupée. Ouais. Donc il voulait plus s'en séparer, il voulait pas. Donc ça, l'entourage ne le comprenait pas. Ben, tu travailles pour vivre, ou tu travailles pour t'amuser, ou tu travailles pour quoi? Mais en fait, il travaillait parce qu'il pouvait rien faire d'autre. C'était comme une mission, une vocation qu'il a habité et qu'il a épuisé d'ailleurs, qu'il a beaucoup fatigué physiquement. Alors, bon. Je comprends qu'il a été confronté à plusieurs défis, pas seulement sur le plan familial. Oui, alors il avait des amis critiques d'art qui comprenaient son art. Mais aussi le grand public, parce que le grand public aussi, il a l'œil habitué à certaines choses. Donc ils avaient du mal aussi à aborder ce travail, voyez-vous. Mais bon, mais n'empêche qu'il y a certains connaisseurs qui trouvent que c'est un travail unique et extrêmement... qui prête, parce que comme c'est des modules répétés, que ça prête à la méditation. Enfin, il y a eu beaucoup d'interprétations intéressantes sur son travail. Et que dans la répétition, il y a toujours du renouvellement aussi. C'est-à-dire, ces œuvres, elles prêtent à la contemplation. Ce ne sont pas des œuvres qu'on peut comme ça accrocher et passer à côté. Une fois qu'on aborde une œuvre de lui, on est aimanté, on veut comprendre, on doit observer, on est pris là-dedans. Oui. En fait, on sait tous que chaque artiste a un message dans son art, dans son œuvre d'art, dans ses écritures. Alors, votre mari, le grand artiste Gibran, avait un message de son art. Est-ce qu'il a réussi à le transmettre? Est-ce que les récepteurs ont bien compris le message? Plutôt que message, je dirais plutôt qu'il s'est chargé lui-même d'une mission. Oui. Il y a une question qui le taraudait. Il disait qu'est-ce que je vais donner à ma communauté? Voilà. Donc, c'est un don qu'il fait à sa communauté orientale, toujours. On est dans l'orientalité. Donc, lui, il veut apporter un plus à l'art oriental. Voilà. D'accord.